Les défis les plus grands en société nécessitent la participation de tous. Chez nous, ici à cette Afrique, nous participons au mieux que nous pouvons en apportant nos idées, nos suggestions, nos recommandations. Nous décryptons l'actualité d'ici et d'ailleurs pour apporter notre pierre à la construction d'une société plus meilleure. Bonjour chez vous et bienvenue à ce 4e numéro de cette Afrique. Aujourd'hui encore, comme tous les dimanches, nous allons parler actualité africaine. Avec vous également, qui nous suivez depuis vos salons, depuis vos administrations, depuis de là où vous êtes, nous allons ensemble décrypter et avec vous aussi apporter vos contributions à une société qui évolue et qui réussit. Sur ce plateau, j'ai avec moi mes chroniqueurs que je vais vous présenter, en commençant bien sûr par notre communicateur maison, M. Congo Nelson. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Pafarnam, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir ici pour cette Afrique. Merci, vous êtes, on va dire, consultant, expert, vous êtes la personne de ressources en communication responsable. Oui, je le dis, je ne le répéterai pas assez. C'est cela. Voilà, la communication responsable épouse les réalités du développement durable et de la RSE. Entendons par là la responsabilité sociétale des entreprises. Merci bien. Dans une société d'ailleurs qui est en perpétuelle évolution, il faut bien sûr une communication responsable. La RSE, en tout cas, est une solution, pour ne pas dire une panacée de ces crises en cours. Merci infiniment. Juste à côté de vous, nous avons M. Sawadogo Daouda. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Pafatnam. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci et bonjour surtout à mes co-panélistes. Merci infiniment. Merci, bonne journée. Voilà, soulignons également que vous êtes comptable. Voilà, c'est vous qui gérez l'argent de ce pays. Effectivement. Voilà, merci infiniment à vous de participer à ce numéro de cette Afrique. Et juste à côté de moi, nous avons également notre expert en culture, M. Tali Issouf. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Pafarnam. Plaisir d'être là à cette Afrique et bonjour chers auditeurs, sinon chers téléspectateurs. Merci infiniment. Juste à côté de vous, j'aime à le dire, c'est l'unité des mesures de la mode. Voilà, de ce qu'on appelle le consommant, voilà, Burkina. Bonjour Monsieur Palme et merci de participer à cette émission. Merci à vous Monsieur Pafadnam. Je vous remercie une fois de plus d'être sur ce plateau. Merci. Et bonjour aux téléspectateurs. Merci infiniment. Soulignons également que vous êtes chef d'entreprise, doctorant également en gestion. Voilà, merci infiniment de participer à ce numéro de cette Afrique. Pour ce numéro, nous avons des sujets. Et ces sujets-là, nous sommes sûrs que vous, qui nous suivez depuis chez vous, vous allez également entamer le débat avec ceux qui vous accompagnent devant vos petits écrans. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Togo. Au Burkina Faso, 3 diplomates français, désormais persona non grata, au pays des hommes intègres. Ils ont été sommés de quitter le territoire burkinabé au plus grand tard, le 18 avril dernier, accusés d'activités subversives selon l'agence d'information du Burkina. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces activités subversives? La France voudrait-elle encore déstabiliser le Burkina Faso? Avec nos chroniqueurs, nous en parlons dans un instant. Et puis en Côte d'Ivoire, l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo sera investi le 10 mai prochain par le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'ex-chef d'État ivoirien est inéligible du fait de sa condamnation par la justice ivoirienne dans le cas de la casse de la BCEAO. Le PPACI a-t-il obtenu amnistie pour son candidat? Que cache cette investiture au pas de course? Nous en parlons également dans un instant. Au Burkina Faso encore, le 15 mai de chaque année est décrété journée des coutumes et des traditions. Si ce décret a été salué par plusieurs Burkinabés, d'autres par contre se demandent qu'est-ce qui va véritablement se passer et pour quels résultats. Avec nos chroniqueurs également, nous allons décrypter également cette actualité et nous allons finir au Togo où, pour la conservation du pouvoir, les autorités utilisent le coup de force de l'Assemblée nationale pour imposer un régime parlementaire. La conséquence, c'est le blocage sociopolitique du pays alors que la campagne électorale bat son plein. Rappelons également que
la dynastie Nyasingbe est à la tête du pouvoir depuis maintenant 60 ans et nous en parlons également dans cette Afrique. Bonjour encore une fois, bonjour chers chroniqueurs, bonjour à vous, merci de vous associer encore à ce numéro de cette Afrique. Nous débutons cette émission en Côte d'Ivoire avec cette actualité, on va dire, brûlante. L'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, inéligible, mais sera investi par son parti, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le 10 mai prochain. Que cache cette investiture au pas de course? Est-ce que le PPACI a obtenu amnistie pour son candidat? Que cache véritablement cette investiture pour octobre 2025 qui s'annonce, on va dire, véritablement âpre pour les acteurs politiques en Côte d'Ivoire? Monsieur Sawadou Daouda, Oui. c'est une affaire, nous allons dire, qui semble être compliquée pour un candidat qui est d'office inéligible, qui n'est pas sur la liste électorale, qui est frappé d'une condamnation de 20 ans, qui a été gracié, non pas amnistié. Parce que la grâce et l'amnistie, il y a véritablement une très grande différence. Il y a une différence. Très grande différence, et il est inéligible. Cependant, son parti tient à l'investir pour les élections présidentielles de 2025. Qu'est-ce que cela cache véritablement? Pour moi, ce que je vois dans ça, c'est très simple. Laurent Gbagbo est un phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Et l'ex-président Félix Houphouët-Boigny a eu comme opposant Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo s'en est sorti. Et arrivé maintenant Konan Bédié, le général Gueye, là encore il s'en est sorti. Et face à Alassane Dramane Ouattara, bon, il y a eu des élections controversées avec la crise des 10 ans. Il a été déporté à la CPI. Et on s'était dit, c'est fini pour Laurent Gbagbo. La CPI peut-être va prendre la perpète ou bien 30 ans. Il est revenu, il est là. C'est un phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Aujourd'hui, il n'est pas éligible. Son parti va l'investir le 10 mai. Mais vous verrez. Si aujourd'hui, Laurent Gbagbo, à l'appui de son ancien FPI, géré par son épouse, son ex-épouse, et l'appui de Blé Goudé, de son parti du Blé Goudé, Oui, le COGEP. il faut savoir que la lutte sera âpre et dure. Mais maintenant, vous avez dit effectivement qu'il est inéligible. Je vous ai dit, Laurent Gbagbo politiquement n'est jamais mort. Demain, là, vous verrez quelque chose peut arriver, on va être obligé de le remettre dans le sérail. Pour moi, je ne doute pas. Hein. Personnellement, en fait, c'était, comme on dit, l'oiseau qui renaît de ses cendres, même quand il est brûlé, il renaît de ses cendres là. Effectivement. Pour ça, attendez d'abord. Peut-être qu'il n'a plus la force des années passées. Son vivier électoral a été dispersé au niveau de des FPI et autres. Oui. Ça, mais on n'en sait jamais. Je vous dis, Laurent Gbagbo, c'est un sphinx, une sorte de phénix qui ne meurt jamais Qui ne meurt politiquement. jamais. Il va revenir. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que le PPACI ne devrait pas plutôt entamer une médiation d'amnistie avant de se lancer dans une investiture, Monsieur Palme? Merci. Moi, je pense que cette investiture-là, ce n'est pas fortuit. Ils ont dû peut-être des informations, bien des données qui montrent qu'il sera amnistié. Sinon, je ne vois pas de raison qu'on va investir un candidat qui n'est pas éligible. Et selon les informations que j'ai eues, la casse de la BCAO n'est pas imputable au camp de Gbagbo. Il semblerait, j'ai bien dit, selon mes informations, c'est un dossier qui... il semblerait que des années plus tard, les partisans de Alassane ont été surpris, ou bien on les a vus avec des billets, puisqu'il y a des numéros sur les billets de banque, avec les numéros des billets qui ont fait l'objet de casse de la BCAO. Mais moi, cette candidature de M. Gbagbo me gêne un peu. En fait, la vieille politique, il faut qu'il pense à laisser la place à une génération plus bouillante pour prendre les relais. Pour moi, il aurait dû faire comme au Sénégal. Tu sais que tu n'es pas éligible,
tu prépares un candidat du parti, un jeune, dynamique, et tu es derrière maintenant, tu essaies de piloter. Mais quand on passe en Afrique, on dit souvent qu'il faut laisser les choses avant que les choses ne te laissent. Effectivement. À cet âge, quand on sait que le pouvoir en Afrique est très très prenant plutôt, avec les audiences, les rencontres, les voyages, à cet âge-là, moi je pense que elle pourra tenir. Parce que l'idée, ce n'est pas de nourrir aussi au pouvoir. L'idée, c'est d'apporter quelque chose pour la construction du pays. Moi, je sais que c'est quelqu'un de patriote. C'est un panafricain. Il peut apporter. Mais vu son âge, il aurait dit s'éclipser, laisser la place à la jeune génération pour essayer de reprendre le relais du parti. M. Tall, est-ce que la bataille elle est gagnée d'avance? Parce qu'il est inéligible, il n'est pas sur la liste électorale et il sera investi le 10 mai. Ben, il faut dire que, selon moi, excusez-moi, le parti panafricain, des peuples africains, est en train de, comme à l'accoutumée de Laurent Gbagbo, je ne dirais pas du FPI parce qu'il n'est plus au FPI. Il y a cette manière-là de créer ce qu'on pourrait appeler le mythe autour de leur fonctionnement. Sinon, quelqu'un qui est condamné dans son propre pays, alors pour une cause alors connue de tous, quand on ne l'inquiète pas dans son pays et que lui-même, il n'existe même pas sur la liste électorale et qu'on vient l'investir pour être candidat d'un parti politique dans son pays, pour moi, on essaie de créer entre griffes, en tout cas, ce qu'on pourrait appeler des troubles autour de la gestion du pouvoir actuel. Parce que oui, après on dira que oui, la CEDEAO ne l'en veut plus pour cette question-là, alors que dans son propre pays, donc c'est en interne qu'il est condamné au point de ne plus exister sur la liste électorale. C'est vrai, M. Sawadogo a cité le sens tenace de Laurent Gbagbo, mais est-ce que là, ça en vaut la peine pour son âge? Premier point. Secondo, que veut nous démontrer ce parti des peuples africains? Parce que pour moi, il existe quand même des Africains assez jeunes, assez pertinents, pour effectivement avoir comme ressort arrière Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo d'être mis en avant pour que ces jeunes-là encore soient son ressort comme l'a été Blé Goudé dans le passé. Voilà qu'aujourd'hui, Blé Goudé a son parti. C'est vrai, M. Sawadogo a également dit que s'il est soutenu par Blé Goudé, vous voyez, ça rentre dans des suppositions. Alors qu'on pouvait aller avec les choses dénouées de toute supposition parce qu'on est crédible et on se donne de la valeur crédible, comme je pense M. Congo le dira tout à l'heure, avec une communication assez responsable. Voilà. Donc, M. Congo, stratégie politique, supposition comme M. Tall vient de le dire, qu'est-ce que ça cache véritablement? Parce que ce n'est pas véritablement clair. Pour un candidat qui est inéligible déjà, frappé d'une condamnation, qui n'est pas amnistié, qu'est-ce que ça cache? Est-ce un forcing? Est-ce qu'il y a un forcing quelque part pour dire au pouvoir de Ouattara que malgré toute cette condamnation, malgré tout ce que vous avez fait, nous on va y aller? Je crois qu'il y a un homme politique et même diplomatique français, Bernard Kouchner, à qui la reconstruction du Kosovo dans les années 90 était confiée. Bernard Kouchner avait déclaré effectivement que tous les problèmes du monde entier tournent autour de la communication. Donc ce que le président Gbagbo est en train de faire, il est dans sa communication politique. Mais attention, il y a une réalité de fond dans ce qu'il fait. Je ne veux pas reprendre ce que M. Sawadogo a déjà dit de bien ou de la bonne manière. Le président Gbagbo est un animal politique et de carrière d'ailleurs. Et c'est le seul qui reste en vie en Côte d'Ivoire. Parce que même quand vous prenez le président Alassane Ouattara, et en fait, ce n'est pas un politique de carrière. Voilà. Et les autres qui ont fait la politique, on peut citer beaucoup de noms. Bon, même s'il existe aujourd'hui, ils n'ont pas pu atteindre
le niveau de la présidence. Oui. Et le président Gbagbo sait que dans la politique, ce qui compte, ce sont les faits accomplis. Et il en a déjà bénéficié en 2000. Vous vous rappelez de comment il est venu au pouvoir? Effectivement. Voilà, c'était sur fond de contestation, ainsi de suite. Donc, le président Gbagbo est habitué à ça. Pourquoi il ne va pas encore en profiter? Autre élément, quand vous regardez depuis la rencontre de Agboville, le camp adverse, RHDP et bien d'autres camps qui sont satellitaires, tout commence à bouger. Donc, pourquoi? Il profite beaucoup de cette situation. Et pour quelqu'un qui a pu réussir au niveau de la haie, acquitté, bien sûr. Oui, cette histoire d'élection, c'est quoi ça? Ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce qu'il a vu au niveau de la haie. Maintenant, la critique reste la même que ce que mes prédécesseurs ont dit. C'est un message lancé à la jeunesse d'une autre manière. Vous êtes où? Gbagbo aura 90 ans en mai. Oui. Ok. La critique, c'est encore au niveau de la philosophie du pouvoir de nos dirigeants africains. On n'est jamais prêt à préparer un remplaçant. Mais M. Congo, est-ce que la figure de Laurent Gbagbo n'est pas la pièce maîtresse dans cette stratégie dont vous parlez, M. Sawadogo? Oui. Parce qu'il y a quand même des têtes bien fournies, il y a des hommes de carrière en politique. Est-ce que la personne de Laurent Gbagbo n'est pas cette figure de proue dont ils ont véritablement besoin pour pouvoir réussir cette communication dont vous avez parlé? M. Sawadogo. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le professeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, si Laurent Gbagbo a pu s'en sortir à la CPI, la casse de la BCEAO rentre dans le cadre du règlement global des brûlures du conflit post-électoral. Normalement, l'affaire de la casse de la BCEAO devait être balayée en même temps que tous les dossiers. Il y avait deux camps. Le camp de Gbagbo a payé parce qu'apparemment c'est lui seul qui était fautif. Les autres n'ont pas payé. Aujourd'hui, la crise post-électorale, tout ce qui s'est passé là, on devait balayer ça. Je vous dis, on va balayer ça. C'est pas fini. Maintenant, je dis, quand mon ami Tal parle de l'âge, mais n'oubliez pas, père à l'âme de feu qu'on a Bédié, Bédié, oui. Oui, qu'on a Bédié. Il voulait se présenter. Après combien d'années? Plus de 80 ans. Et Alassane Dramane Ouattara, plus de 82 ans. Et il y a déjà des velléités pour lui de vouloir se présenter. Donc, les anciens, parce que les patriarches, eux tous, ils veulent se présenter. Aujourd'hui, vous savez que la jeunesse, même par exemple au Burkina Faso ici, vous ne verrez jamais un jeune percer sans un mentor, les anciens dinosaures qui le poussent. Oui, sans un mentor. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Maintenant, même si vous êtes jeune, il y a la jeunesse. L'autre, là, comment il s'appelle Blé Goudé. Les jeunes. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Je termine en disant que le PPACI de Laurent Gbagbo a fait un piètre résultat dans les législatives et les municipales. C'est vrai qu'il n'a pas d'électorat et puis la force d'avant, mais je vous ai dit que c'est un homme qui renaît toujours de ses cendres. Voilà. Il renaît toujours de ses cendres, stratégie pour stratégie, comme vous l'avez dit. L'amnistie pouvait être donnée, comme M. Sawadogo l'a dit, on pouvait balayer tout simplement toutes ces condamnations et tout ce qui s'est passé juste après la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire pour reprendre une nouvelle vie. Est-ce que, stratégie pour stratégie, comme je l'ai dit, est-ce que ce n'est pas un joker pour le RHDP de maintenir cette situation? Parce qu'on pouvait le gracier. Pardon, on pouvait par exemple l'amnistier pour qu'il soit éligible. Non, on pourra amnistier Laurent Gbagbo, mais ça ne sera pas à un moment qui lui sera profitable. À un moment qui lui sera profitable. Donc voilà, c'est un joker. On va le maintenir prisonnier. Donc c'est un joker. On le lâchera, mais ça ne sera pas à un moment où il peut encore réunir. Voilà, ses états-majors. Stratégie pour stratégie. Est-ce un joker pour le RHDP de maintenir Laurent Gbagbo dans cette situation-là? Excusez-moi, je pense que la condamnation de Laurent Gbagbo n'est pas propre au RHDP. C'est un délit juridique.
Vous voyez, quand on ramène ça au RHDP, effectivement, ça va donner cette image que M. Congo a soutenue à ce qui concerne être un jockey pour le RHDP ou bien, en tout cas, le gracier au moment où il sera moins populaire. L'amnistie plutôt au moment où il sera moins populaire. Mais je pense que là n'est pas la question. La question sinon réside dans le fait que, oui, un si grand parti né après, en tout cas, tout ce qui se passe autour, décide, alors que c'est un parti panafricain, dit-on, qui décide encore de balancer un homme de cet âge-là au devant des choses. Oui, ça pourrait être une stratégie, peut-être pour ce parti-là, mais pas une stratégie pour le RHDP. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse, parce que moi j'estime que Laurent Gbagbo, lui-même, est un historien. Il sait que, mine de rien, il renaît de ses cendres, mais quand même, l'histoire retient quand même des choses. Il a eu cet élément de force, il a eu cet élément vital, il a eu cette grandeur autour de lui qui l'a permis effectivement de revenir de la CPI et d'avoir ce parti-là. Je pense que moralement, lui-même, Laurent Gbagbo, ne devait pas accepter d'être investi parce que, oui, après tout ce temps passé-là, on peut reprocher à d'autres personnes, mais si tu n'as pu, en tout cas, sortir de tes germes un cadet que tu pourras galvaniser et mettre en avant et être derrière lui, pour moi, c'est problématique morale. Et cette problématique morale-là se doit d'être traitée par lui-même pour dire que, oui, son parti est en train de créer déjà ce qu'on pourra appeler les prémixes de troubles en Côte d'Ivoire. Parce que, oui, quelqu'un qui est sous l'égide de la justice, qui n'existe même pas sur la liste électorale, si vous venez le mettre devant, donc l'investir pour être votre candidat, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Je laisse cette question en suspens. M. Palmo, allez-y. Oui, merci. À l'image des camarades, moi je penserais qu'effectivement que c'est une stratégie politique. Comme l'a dit M. Congo, Laurent Gbagbo est un animal politique. Je pense que cette investiture, c'est pour contrer une velléité de 4e mandat de Alassane. Parce que nul ne sans ignorer que ce n'est pas évident que Alassane puisse partir de lui-même. Il avait dit qu'il n'allait pas se présenter pour le 3e mandat. Il est revenu sur sa parole. Il est en train de dire qu'il ne va pas se présenter pour un 4e mandat. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas revenir sur sa parole? Donc, comme l'a dit, Laurent Gbagbo est en train de préparer le terrain. Si demain on dit qu'il ne peut pas se présenter, il va dire qu'Alassane aussi n'a pas le droit de se présenter. Donc, ça risque d'engendrer une confrontation. Mais les situations ne sont pas les mêmes. Oui. Laurent Gbagbo, il est frappé par une condamnation, donc oui. Voilà, inéligible. Oui. Mais cette condamnation n'est pas encore à la veille des élections. Il y a encore du temps, je me dis que peut-être c'est possible qu'on l'amnistie d'ici ce délai. Il y a une autre chose que moi je voulais ajouter. Il faut que, aujourd'hui, la jeune génération, la jeunesse africaine est fatiguée de la vieille politique, de la vieille classe politique. Il faut qu'ils saisissent cette opportunité pour préparer les jeunes à la relève. Pour moi, c'est une défaillance lorsque quelqu'un de la trempe de Laurent Gbagbo dans son parti, même dans son entourage, n'a pas pu préparer quelqu'un de valable pour prendre les relais au cas où il serait fatigué, parce qu'actuellement, il est fatigué. Donc, je ne sais pas si vraiment il veut revenir au pouvoir pour se venger, mais à cet âge, vraiment, diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, ça ne sera pas vraiment une chose facile. Qui pense à prendre sa retraite politique, je pense qu'il va garder vraiment un nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Congo, on revient à vous. Oui, moi je réagirais par rapport aux chances de l'élection de Laurent Gbagbo s'il venait à candidater. Oui, si on s'amuse à laisser passer la candidature de Laurent Gbagbo, c'est comme ce que M. Sawargo l'a dit, on risque de voir la face réelle du Sphinx. Parce que, vous savez, c'est une véritable bête politique. Sa chance est qu'il a un discours actuellement panafricaniste qui est porté par les pays de l'AES. Et il était panafricaniste dans le temps. Mais
il utilisait ça, en fait, il voilait ça avec un peu de xénophobie. Maintenant qu'il a laissé tomber cet esprit et ce langage xénophobe, ça risque vraiment de surprendre les observateurs avertis en matière de résultats électoraux. Comme vous venez de le dire, si l'occasion se présentait, Laurent Gbagbo risquerait de faire fort. D'où la stratégie, on peut l'amnistier du jour au lendemain. Donc stratégie politique encore, du pouvoir en place pour le maintenir dans cette situation. Ouais, n'est-ce pas, M. Sabadogo? Absolument. Ce que le professeur a dit, je suis parfaitement d'accord parce que le boulet de la casse BCEAO. Parce qu'on est dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de retour Voilà. de tous les fils et filles du pays. Je suis d'accord, mais mystérieusement, le boulet casse de la BCEAO, là, avec la chaîne, là, ils ont laissé ça, ils n'ont pas déverrouillé au pied de Gbagbo pour le contrôler. D'où un joker. Voilà, un joker. Non. Joker, Gbagbo, on ne peut pas le manipuler. Hein. Vous croyez qu'on va s'entendre avec lui, bon, écoute, tu vas donner ta force politique pour que... Maintenant, je lui dis, par rapport à ce que M. Palam dit, M. Palam dit que la vieille classe politique, effectivement, en Afrique, tous les problèmes de l'Afrique, là, c'est la vieille classe politique. Mais dites-moi, montrez-moi il y a rare de pays d'Afrique où le président n'a pas fait 2 mandats, 3 mandats, à un moment donné, on ne sait pas combien de mandats, ils ont fait d'autres, on dirait une dynastie. En Afrique de l'Ouest, par exemple, puisque l'électeur africain, c'est avec l'argent on l'achète. L'argent, c'est les anciens, la vieille classe politique là, qui a ça. Et c'est à eux de préparer la relève et des jeunes pour prendre leur place. Mais ils ne le font pas. Vous voyez, avec Macky Sall, c'est vrai que Macky Sall n'est pas très vieux que ça. Vous voyez, avec la Côte d'Ivoire, 2 mandats et un 3e mandat, je vois déjà des poids lourds ivoiriens, je ne vais pas citer leur nom ici, des officiels même, qui disent qu'en 2025, rien ne l'empêche de se présenter pour un 4e mandat. Bon, bref, c'est pour vous dire simplement, ça veut dire qu'en Afrique de l'Ouest, quand on dit la vieille classe politique là, ils n'iront pas. Mais pour le cas Laurent Gbagbo, par exemple, les échéances d'octobre 2025 présentent des enjeux un peu plus spécifiques. Donc la personne de Laurent Gbagbo, ici, dans cette posture-là, répond véritablement à un besoin. Parce que le 4e mandat, comme M. Palm vient de le dire, d'Alassane Ouattara se profile. Voilà, oui, mais c'est clairement. Et la posture de Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est une figure de poids. Parce qu'en politique, le nom, la figure, la personne, c'est quelque chose de véritablement impactant dans la communication, monsieur, sous le contrôle bien sûr de notre expert maison, ça impacte. Donc les enjeux, je vais dire, électoraux 2025, c'est vraiment lourd. Donc une figure comme Laurent Gbagbo à la tête du PPACI. Monsieur Pavana, je vous coupe pas. Laurent Gbagbo ne se serait pas présenté s'il était certain que Alassane Ouattara va partir. Et je vous dis, tous les vieux requins là, la Côte d'Ivoire vont se présenter. Et un d'entre eux va gagner. Parce que tout simplement, ils ont le contrôle de la bourse. Quand mettre un jeune là-bas, il ne peut pas battre campagne, il n'y a pas d'argent. Non, si vous permettez, vous voyez la classe politique ivoirienne. Moi, personnellement, je serais surpris de voir Alassane Ouattara se représenter. Moi, personnellement. Attendons de voir. Attendons de voir. Mais, toujours est-il que Laurent Gbagbo... Si ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est qui vous voyez au niveau du RHDP? Je ne rentre pas dans le manoir parce que je me dis aujourd'hui que au vu de ce développement qu'a atteint la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'il n'a pu préparer quelqu'un pour le succéder, la même reproche que je suis en train de faire à Laurent Gbagbo lui sera en tout cas adressé. Mais Laurent Gbagbo, aujourd'hui, pour moi, Laurent Gbagbo gagnerait. Il gagnerait à rester en arrière-plan. Et galvaniser, parce que oui, c'est une bibliothèque politique. Et une bibliothèque politique qui n'a pu germer, en tout cas un cadet, pour moi est problématique. Et Laurent Gbagbo, j'ai la certitude, en tout cas qu'il comprendra,
que ce n'est pas le moment de penser créer une discorde en regardant l'autre. Parce que, oui, s'il s'investit aujourd'hui, c'est en regardant l'autre. Alors qu'un idéal, ça se conçoit et ça se présente, que de comparer à celle de l'autre. On vous revient tout à l'heure. Monsieur Congo voulait réagir. Oui, bon, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la cartographie des potentiels politiques pour ces élections de 2025. Ce qu'on voit, très simplement, c'est le RHDP. Il y a le parti de le PDCI RDA avec Tidiane Thiam, qui est en train de montrer aussi des ambitions de président. Sa façon de venir prendre le parti et la manière dont il a commencé à lancer déjà les bases, lancer les bases et autres, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour s'amuser. Voilà, c'est pour prendre le pouvoir. Et il y a deux autres partis, le parti de FPI, c'est-à-dire l'enveloppe du FPI qui est détenu par Afin Guessan. Mais Afin Guessan, c'est comme si Afin Guessan travaille maintenant dans l'ombre de Simone. Non, pas l'ombre de Simone, l'ombre du RHDP. C'est ça, justement. Voilà. Et avant la mort du président Kona Bédié, il y avait des initiatives. Bien sûr, de coalition. Voilà, de coalition entre le président Laurent Gbagbo et le président. Voilà. Oui. Ce phénomène qui s'est arrêté brusquement par la mort du vétéran, est-ce que quelque chose ne peut pas être réveillé dans ce sens? Et ça a déjà commencé pendant les élections législatives dernières. Voilà, on a senti déjà cette coalition entre le FPI, PPACI et le PDCI. Voilà, déjà au cours des élections législatives. Et le président Laurent Gbagbo, pour fin politique qu'il est, c'est son jeu, c'est le jeu qu'il est en train de jouer là, qui peut balayer, comme ce que M. Palom l'a dit, le terrain. Le terrain. Voilà, parce que il peut, dans cette manière, dissuader Alassane Ouattara de se présenter. Bon, et à partir de ce moment, il peut décider de ne pas se présenter et on remet maintenant les cartes juvéniles en place. Pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Si les élections sont, si les coalitions sont scellées comme il se doit et qu'il y a un véritable poids politique en face du RHDP, c'est sûr que la balance va forcément flancher. C'est vrai qu'on parle de la jeunesse parce qu'il faut qu'on... Souvent aussi on critique la jeunesse. Elle veut. Mais elle est vorace. Est-ce qu'elle peut? Elle est vorace. Elle n'a pas pris le temps pour vraiment se former à l'école. Sinon, les Sénégalais l'ont démontré. Que quand on est un jeune déterminé, un jeune ambitieux, il y a les moyens qu'on se donne et on parvient au résultat. On parvient au résultat. Oui, M. Palm. Et pour moi, Alassane, c'est le candidat de l'Occident. Tant qu'Alassane va œuvrer pour les intérêts des Occidentaux. Les Occidentaux et la France en particulier vont toujours maintenir ces messieurs au pouvoir. Donc il appartient aux Ivoiriens de savoir faire la part des choses. C'est vrai qu'actuellement, le visage de la Côte d'Ivoire a changé sous le règne de Alassane. Mais jusqu'à quel point la Côte d'Ivoire est hyper endettée? De 3 000 milliards d'endettement pour un pays, je pense que c'est très lourd. C'est vrai qu'il est en train de travailler. Mais est-ce que ce travail-là, est-ce que ce n'est pas les générations futures qui vont payer toutes ces dettes-là? Laurent Gbagbo est vu aujourd'hui comme un candidat du peuple. Voilà. Si jamais il est amnistié, donc il y aura deux camps vraiment qui s'équivalent. Oui. Parce que quoi qu'on dise, Gbagbo est populaire en Côte d'Ivoire. Une grande partie de la Côte d'Ivoire, il est très populaire à cause de son patriotisme et puis à cause de son humanisme. Pareil, c'est quelqu'un aussi qui est très humain. Donc, c'est quelqu'un qui veut l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Donc, si aujourd'hui, pour moi, s'il avait pu préparer une jeunesse pour prendre le relais et que cette jeunesse vient maintenant s'associer au pays de l'AES, plus le Sénégal, où vraiment on a vu aussi que ils en ont marre aussi de la gestion de la France dans les différents pays. Je pense que les pays là mis ensemble là
l'Afrique va prendre de l'envol parce qu'on sera totalement, on va s'écarter totalement de la vieille politique où c'est les intérêts de la France qui est mis en avant au détriment de l'intérêt de l'Afrique. Parce que quoi qu'on dise, on a été trop pillés pendant des années. Si des coalitions sont scellées comme il se doit entre le PPACI et les autres partis politiques autour, qui gravitent autour, c'est dire que 2025 sera véritablement âpre. Tout à fait. Mais là encore se pose la question, l'amnistie sera-t-elle sera-t-elle mise à jour? Vous convenez avec moi que, comment on appelle ça, chercher sa solidification avec un hic, donc un supposé, c'est un leurre. C'est un leurre parce que, oui, Laurent Gbagbo, franchement, est conditionné. Pas ainsi. Si éventuellement on l'amnistiait. Vous voyez, moi je pense que la carte est tellement importante pour la jouer dans ce conditionnement-là. C'est un devenir. Parce que, oui, comme vous le dites, il est populaire. Derrière lui, c'est des gens qui croient en lui. Mais en même temps, il est scellé par une condamnation, une non-existence sur la liste électorale. Est-ce que ce n'est pas trop fort? Ce n'est pas trop fort de jouer cette carte-là. De jouer cette carte-là. Ce n'est pas trop fort. Parce que pour moi, c'est un peu comme jouer avec ceux-là qui sont derrière lui. C'est comme c'est lui seul, alors qu'il gagnerait à procurer quelqu'un d'éligible et puis sauve. Parce que oui, M. Franck Palme a cité l'endettement de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, selon les indicateurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on nous dit que le niveau de la dette n'est pas énorme par rapport à leur produit intérieur brut. Donc, pour moi, et je pense également que pour ses connaissances, M. Palme, l'endettement fait partie des indicateurs effectivement d'évolution d'une nation. Donc, tout ça mis ensemble vient démontrer que oui, le PPACI est en train de créer les prémices d'un forcing qui n'en vaut pas la peine pour le devenir et l'évolution de cette nation-là. Est-ce qu'il y aura véritablement forcing? Moi, je ne pense pas que je ne pense pas, mais est-ce qu'il y aura véritablement forcing, M. Congo? Parce que c'est de la communication qu'il s'agit. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Oui, M. Tal a raison, mais le combat entamé par le PPACI est significatif quand même. En politique, voilà. Peut-être dans un autre domaine. Voilà, il ne vaudrait pas la peine. Mais en politique, pour qu'on ouvre même le dossier de gestion de cette affaire, voilà, il faut gratter. Voilà, il faut gratter quelque part. Et maintenant, si le dossier est ouvert dans un concert politique, voilà, ça peut militer aussi en faveur du camp Gbagbo. Voilà, au nom de la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, si Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire, et quand on regarde le niveau du Kourou, qui avait été à la base de la séparation. Bon, je crois que l'affaire Laurent Gbagbo peut être qualifiée de bénie. Voilà. Monsieur Palme, oui. voudrait Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la jeunesse a soif du panafricanisme. C'est cela. Et Laurent Gbagbo est une figure du panafricanisme. La création du PPAI, c'est pour dire que PPACI, c'est pour dire que nous sommes là. Nous sommes revenus pour les intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Éventuellement, il est investi par son parti. Moi, je suis convaincu qu'à l'approche des élections, s'il n'est pas amnistié, il pourra trouver quelqu'un pour le mettre devant, pour essayer d'être derrière et maintenant poursuivre la lutte dans le même sens. Moi, je suis sûr, vu la configuration et la volonté de la jeunesse africaine, si un jeune sort du parti de Laurent Gbagbo, je pense que les élections de la Côte d'Ivoire en 2025, ça va être très très serré. Comme on le il y aura vraiment deux camps. Oui, comme on le dit, attendons de voir. Oui. Parce que la surprise au Sénégal, voilà, nous avons tous vu. Oui, M. Sawadou. D'abord, je voulais rebondir sur un chiffre que M. Palme a donné. Oui, juste rapidement. Ce n'est pas 3 000 milliards. C'est plus. Je ne donnerai pas les chiffres, quoi.
l'Assemblée nationale ivoirienne même, il y a un député qui s'est plaint. Il dit, nous sommes endettés, en tout cas c'est plus de 10 milliards. Et il dit, nous sommes endettés, plus de 10 milliards en partant, je ne donne pas les chiffres. 10 000 10 000 milliards, ah, voilà, okay. 10 000 milliards. Oui. Et que nous avons dépensé 3 000 milliards. Nous sommes partis du reste. Et maintenant, par rapport à la condamnation de Laurent Gbagbo, on ne peut pas enterrer un cadavre laisser ses pieds dehors. Vous savez que dans le cadre de la réconciliation, là, tous les exilés qui étaient au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria sont revenus. Et ils ont repris leurs activités. Les poursuites même ont été abandonnées. Et par rapport même à la crise post-électorale, là où il y a eu des morts, ça même, ils ont balayé ça. Oui. Moi, j'ai suivi tout le procès de Gbagbo et de Blé Goudé à la CPI. Là. Il y avait une chaîne africaine qui diffusait ça et qui rediffusait ça après. Moi, j'ai tout suivi de bout en bout. J'ai écouté Gbagbo, j'ai écouté Blé Goudé et tout. Je vous dis, la condamnation de la caste de la BCEAO, c'est purement politique. Et quand une décision est politique, c'est facile à enlever. Sinon, pourquoi on a enlevé certaines peines, il y a eu des réconciliations à moitié, et puis ça, là, on a laissé ça comme ça. Est-ce que cette décision sera levée? Voilà, on va juste aller rapidement pour passer à notre deuxième sujet. Je pense que M. Sawadogo dit que c'est un cas, c'est une condamnation politique. Je dirais non. On a tous vu quand même le forcing de la BCEAO sous Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, à cette époque-là, était le premier responsable ivoirien. Donc, par conséquent, je dirais que, oui, M. Palme a mis en avant la machine que pourrait être le PPACI face au RHDP, mais le RHDP est également une machine. Donc, je pense également que la crainte n'est pas là. Pour moi, la crainte panafricaine est un peu mal présentée par l'investiture de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, en tant que panafricain, logiquement, doit savoir que le panafricanisme, c'est prôner alors, les bonnes mœurs. Et prôner les bonnes mœurs dans ce cadre-là, pour moi, c'est mettre en avant la jeunesse et puis être la bibliothèque arrière, comme le dit Ampateba, qui dit qu'en Afrique, quand un vieillard décède, c'est une bibliothèque qui est brûlée. Pourquoi c'est une bibliothèque qui est brûlée? C'est parce qu'elle n'a pas transmis, elle n'a pas su faire confiance, ou bien la jeunesse n'a pas su, en tout cas, profiter d'elle. Donc, par cette citation-là, je pense que Laurent Gbagbo gagnerait à mettre en avant un plus jeune que lui. Voilà, donc nous sommes à Cette-Afrique. Tout à l'heure, nous parlions du cas de l'investiture de Laurent Gbagbo, ex-chef d'État ivoirien, qui serait investi par son parti politique le 10 mai prochain, bien qu'il soit inéligible. Ses partisans militent, ses partisans également réclament son investiture pour les échéances électorales de 2025. La communication, elle est multiforme. En politique, elle sera forcément différente de la communication institutionnelle, de la communication économique, ainsi de suite. Attendons de voir ce que nous dira demain. Continuons cette Afrique avec l'actualité au Burkina Faso, où 3 diplomates français ont été sommés de quitter le pays des hommes intègres. Ils ont été accusés d'activités subversives. Que cache véritablement cette expression activité subversive? La France voudrait-elle encore déstabiliser ce pays qui souffre depuis plus de 10 ans d'une crise terroriste? Chers chroniqueurs, on se pose encore cette question. Activité subversive, quel est ce schéma? Dans le même schéma, comme on l'a vu au Niger où on a découvert des caches d'armes, qu'est-ce qui cache véritablement ces activités subversives? Oui, allons-y avec M. Congo. Bon, effectivement, à la question de savoir qu'appelle-t-on activité subversive. Qu'appelle-t-on et que cachent ces activités qui ont été taxées de subversives? Ok. Dans le cas, bien sûr, de ces 3 diplomates français. Oui, d'abord, qu'est-ce que la subversion? Bien sûr. Il faut reconnaître que c'est une méthode entièrement communicationnel. Merci. Voilà, c'est un modèle de communication. Voilà, au niveau en politique. Et son but, c'est vraiment de déconstruire, pour ne pas dire de déconsidérer le pouvoir en place et le faire écrouler. Voilà, de façon manifeste. Et c'est mon module d'ailleurs que j'enseigne avec passion au niveau de l'université. Ça s'intitule
la communication et la formation de l'opinion publique. C'est très subtil, avec une efficacité si on y prend garde. Voilà. Et puisque ça prend en compte la propagande et la manipulation. Voilà. Les deux sont différents. Si c'est la propagande, ça au moins, on me dit votez-moi, c'est moi qui veux. Mais la manipulation, on ne dit pas votez-moi, mais on est là à faire distraire les gens. Mais est-ce que ce n'est pas ce que ces 3 personnes de l'ambassade de France faisaient en réalité? C'est vrai que quand vous voyez il y a un monsieur, comme leurs noms sont déjà cités sur la liste, nous aussi nous n'aurons pas peur de les reprendre ici. Effectivement. Le monsieur Guillaume Richechet, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais j'ai commencé à le suivre depuis 4 mois, à quelques jours ou bien à quelques mois de la CAN. Mais j'ai vu un deuxième conseiller, ce qu'on appelle conseiller politique de chancellerie, qui se transforme en journaliste, pour ne pas dire même en activiste. Et ça, c'est quand même interpellant. Voilà. Surtout dans un contexte où les chaînes qui font ce qu'on appelle, qui sont les relais de la diplomatie française, voilà, ont été coupées. C'est-à-dire leurs émissions ont été coupées dans notre pays et que subitement, un deuxième conseiller de l'ambassade entre dans la communication. Là, ça fait... Voilà, ça fait réfléchir. Ça fait trop. Voilà. Donc, oui, allez-y. Je dirais que c'est une manière de riposte de la France, parce que avec ce qui se passe, la France aussi ne va pas rester les bras croisés. Les bras croisés. Voilà, on va utiliser d'autres méthodes pour voir comment on peut continuer à contrôler le pays, surtout quand vous regardez le choix des amis, voilà, du monsieur en question. Ce sont ceux-là qui sont en quelque sorte la jeunesse leader d'opinion. Voilà, donc c'est dire, à vous écouter, c'est dire que la volonté, elle est manifeste. La volonté de déstabilisation, elle est manifeste. C'est bien cela, M. Palme? Oui. Ce n'est pas un secret de polichinelle que la France cherche toujours à déstabiliser ces 3 pays. Et ce journée a dit qu'ils vont passer par les organisations de la société civile pour revenir. Le général Lapointe a dit on ne peut pas laisser les pays du Sahel, parce que ça sera la fin de la France. Du règne, oui. En fait, c'est comme si tu as ta maison, tu as construit ta maison, quelqu'un vient te chercher de ta maison. Parce que quoi qu'on dise, les Français ont pris ces 3 pays-là comme si c'était leur maison. Donc, si on prend ta maison d'une manière ou d'une autre, ce que tu vas faire, tu vas tout faire pour revenir reprendre ta maison. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là. Vous vous rappelez au Niger, en dehors des caches d'armes qu'on a trouvées, le gouvernement nigérien a pris une décision. Chaque Français qui doit rentrer au Niger, non seulement doit être muni d'un passeport, mais d'une autorisation, parce que qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que les Français rentraient au Niger sous d'autres formes, alors que c'est des militaires, ils cherchent toujours à déstabiliser le pays. Quand vous voyez aussi au niveau, tout dernièrement avec le ministre français qui était en Côte d'Ivoire, qui a reçu les organisations de la société civile et certains anciens politiciens, notamment le Newton Ahmed Bari et le Alpha Bari. C'est cela. Et l'autre journaliste, comme on l'appelle. C'est toujours dans l'esprit de voir comment faire revenir ces anciens pour que la France ait toujours la même mission, le Burkina Faso, et continuer ce qu'ils avaient l'habitude de faire à piller. Pourquoi la France ne peut pas collaborer avec ces pays de l'AES d'égal à égal? Ils achètent nos ressources au même prix que sur le marché international, parce qu'ils ont pris l'habitude de nous piller. Ils ne peuvent pas imaginer, comprendre qu'aujourd'hui, ils doivent acheter les matières premières de ces pays-là au même prix que sur le marché international. Ça s'est passé en Libye. La Libye vendait son pétrole à la France au prix du marché international.
ils n'ont pas digéré ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour tuer ces messieurs. Aujourd'hui, c'est les sociétés françaises qui sont en train de pomper l'énergie, le carburant du Niger avec... Ils prennent des milices, ils les payent des sommes dérisoires, ils pompent le pétrole de la Libye et tous les intérêts vont au pays, à la France, alors que la population libyenne est en train de souffrir, contrairement au temps de Kadhafi où il avait une maîtrise des choses. Quand même, les ressources du pays profitaient beaucoup plus aux Libyens qu'à autres personnes. Donc, comme ils n'ont pas digéré cet affront des 3 pays de l'AES, ils ne vont pas partir comme ça. Ils vont tout faire pour revenir. Mais je pense que le peuple n'est pas prêt aujourd'hui à recevoir encore ces personnes qui nous ont fait plus de mal que de bien. Au cas du Niger, on ne peut pas comprendre. Ça fait combien d'années qu'ils pillent l'uranium du Niger? Et ils n'ont même pas pensé un seul instant construire une centrale pour ce petit pays pour qu'il soit indépendant sur le plan énergétique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des délestats maintenant en France. C'est cela. Et c'est une première fois qu'on voit ce genre de choses. Ça veut dire que les choses sont en train de s'inverser et on est en train vraiment de prendre notre souveraineté. Voilà. Alors, on va dire, cette expulsion est taxée d'acte d'hostilité. Voilà, avec un qualificatif à la suite, acte d'hostilité fort. Monsieur Tal, est-ce que cette posture, selon nos sources, cette expulsion est taxée d'acte d'hostilité très fort? Maintenant, juste à côté, pour vous aider, comme M. Congo l'a dit, ces derniers jours, ces diplomates ont rencontré plusieurs acteurs de la vie sociopolitique au Burkina, des influenceurs, des hommes des médias, beaucoup de personnes. Vous savez, monsieur Fatanam, oui, allons-y. Monsieur Palm a pris un exemple qui est l'exemple libyen. Je dirais que comparaison n'est pas raison, mais à écouter monsieur Congo, effectivement, sur la définition du mot utilisé par nos gouvernants, tout ça vient démontrer que c'est un fourre-tout. Donc, pour dire que ces diplomates français sont rentrés dans une stratégie du tout pour la déstabilisation de notre nation. Et si nos dirigeants voient également les choses dans ce sens-là, je dirais qu'ils ont bien fait de leur demander, en tout cas sous un bref délai, de quitter la nation. Et je pense qu'ils l'ont fait, parce que le 18 est passé aujourd'hui. Donc, pour dire que effectivement la France a perdu quelque chose qui lui apportait quelque chose. C'est cela. Comme dit Ant Griff, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Ça, c'est véritablement Ant Griff. Mais aujourd'hui, ils ont buté parce que, oui, le système de renseignement burkinabé a changé de fonctionnement. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont très avertis, surtout quand ça concerne la France. Parce que, oui, on a estimé qu'elle en a trop fait. Et pour le fait qu'elle ait trop fait, tout ce qu'elle fait, nous voyons en cela quelque chose pour nous duper. Et donc aujourd'hui, la France est dans l'obligation de travailler doublement à présenter un visage qui va nous emmener, parce que tant qu'on n'a pas la certitude qu'elle n'est pas là pour nous duper, elle sera taxée de dupeuse. Et si elle est taxée de dupeuse, c'est évident que oui. Monsieur Savadogo, à cette allure, on va dire, les relations entre la France et le Burkina, quel avenir véritablement pour cette coopération entre on va dire, cette coopération très vieille, voilà, entre ces deux pays, vu l'ampleur de ce qui se passe actuellement, parlant d'activités subversives, comme je le disais tout à l'heure, ces diplomates ont rencontré plusieurs acteurs de la vie sociopolitique burkinabé. Et ce qui est ressorti, c'est que ces personnes ne sont pas dans la droite ligne, voilà, avec ce qui se passe actuellement avec la junte, selon ce qui est ressorti du document. Est-ce que, à la longue, est-ce que cette relation va perdurer ou ça sera une rupture, tout simplement? Moi, je trouve que dans cette affaire-là, c'est simple. Je ne doute pas un seul instant que le gouvernement burkinabé
les a expulsés pour rien. Il y a combien de diplomates au Burkina? Il y a plusieurs ambassades. Il y a des Occidentaux, et des Américains, même dans l'ambassade de France. Et certaines ONG. Il y a des Français qui vivent avec nous. Pourquoi c'est eux trois? Maintenant, lorsque son Excellence, Monsieur le Président, Emmanuel Macron parle du Burkina, je dis bien, je cite, il dit, le régime putschiste du Burkina, que c'est un régime illégal et illégitime. Les diplomates, là, c'est lui qui signe pour qu'ils viennent. Un président, tout un président qui dit ça à votre État, ce n'est pas étonnant qu'il vous envoie des gens pour vous déstabiliser. Et c'est le droit pour le Burkina Faso aussi de se défendre. Maintenant, ils disent qu'ils rejettent l'accusation, ils regrettent la décision qui est infondée. D'accord, c'est normal. Mais je peux dire que je vous assure que je comprends la France. Rapidement, et la France était là depuis plus de 60 ans. Elle était le seul pays occidental à avoir une base militaire ici, avec des militaires, du matériel et tout. Nous, on était envahis. Nos soldats se partageaient une arme à trois au front. Quand on les a dit de partir, ils sont partis. On s'est retrouvés à avoir des aéronefs, suffisamment d'armes pour nous défendre. La morale est là. Ce pays ancestral, ou du moins ce pays ami, depuis les indépendances, depuis 60 ans, pouvait-il nous aider comme les nouveaux partenaires qu'on a eus? N'a-t-il pas voulu nous aider? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en conclusion, il pouvait faire mieux. Qui pouvait savoir que le Burkina Faso allait avoir des drones? Pourtant, la France était là. On se partageait une arme à trois au front. On se faisait décimer. Et c'est la raison pour laquelle même les 2 millions de déplacés, la crise même a pris du poids. Donc c'est une armée sous-équipée. Et la France, tenez-vous bien, avec la CEDEAO en tête, a interdit la vente d'armes, d'équipements à certains pays du Sahel, soit disant qu'on va prendre ça faire une guerre civile. Effectivement. Pendant que l'ennemi nous attaquait, vous avez un pays partenaire, ami, ancestral, qui est là depuis 60 ans. Il a même son armée ici. Il est privilégié, tout. Il y a même les soldats français pratiquement dans toutes les garnisons militaires qui suivaient. Et on a été envahis. Aujourd'hui, on a changé de partenaire. On voit qu'en fait, on pouvait ne pas être envahi comme ça. On pouvait ne pas être envahi comme ça. C'est le partenaire là même. On pouvait ne pas être envahi. Donc c'est dire qu'il y a une volonté manifeste, voilà, de véritablement déstabiliser. Ça c'est normal. Donc c'est dire que la rupture s'annonce bien sûr. Bon, et en tant que Burkinabé, en fait, nous ne voulons pas une rupture avec la France en tant que telle, du point de vue diplomatique. Parce que dans le concert de la mondialisation, c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte. C'est cela. Et même dans une guerre véhémente, on ne rompt pas les relations. C'est cela. Voilà. Donc, mais ce que nous voudrions, ce que le Burkina Faso voudrait, c'est que la France le respecte. Voilà. Nous voulons vraiment de la considération. De la considération. Voilà. Sinon, la technique de la subversion a toujours été utilisée, même pendant les guerres froides. C'est cela. Voilà. Ou bien les situations de relations qui ont atteint ce qu'on appelle un niveau de démystification. C'est-à-dire que vous ne vous comprenez pas, vous êtes arrivé à un niveau où, chacun pense contre l'autre, mais rien, visiblement, ne se passe. Ne se passe. Donc, alors que quand on regarde ce qui est en train d'être fait, ça montre que la France n'a pas encore compris le message qu'on lui a lancé. Voilà. Comment se fait-il que pendant que nous nous débrouillons pour vous faire comprendre de changer les choses, vous allez réunir en tout cas quelques éléments de notre société civile. C'est cela. Voilà, quelque part en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et je reviens encore sur les activités du deuxième conseiller de l'ambassade. Bon, quand vous regardez sa manière, les vidéos sont sur Facebook et autres. C'est cela. C'est comme c'est de l'amusement. Nous sommes au sérieux avec notre affaire. C'est cela.
Voilà. Si la France arrivait aujourd'hui à comprendre ce langage, je crois qu'on a tout de même dans nos propres maisons, il y a des crises, mais à un certain moment, voilà, on se rassoit, voilà, et on se reconsidère les manières de faire et les choses reprennent de plus belle. Ok, oui, monsieur Palme. Je dirais ici qu'il y aura rupture tant que la France va continuer à nous traiter comme des sous-hommes. Il n'y aura pas rupture quand la France va commencer à nous traiter comme d'égal à égal. Quand on me parle de qualifier ces actes d'hostilité, qui qualifie ces actes d'hostilité? Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de communication. Sur le plan militaire, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut qu'ils rentrent dans une guerre de communication. Et je pense qu'une autorité, les autorités du Burkina Faso, c'est des gens responsables qui ne peuvent pas prendre une décision pareille s'ils n'ont pas de preuves. Moi, ce que j'aurais appris, ils ont capté des communications avec ces gens qui prouvent vraiment que c'est des activités subversives. Quoi qu'on dise, la France n'a pas encore compris quelque chose. La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse consciente. Ce n'est pas une jeunesse d'il y a 20 ans. De la façon dont ils nous traitaient avant, avec la complicité des valets locaux, je pense que cette façon de voir les Africains là, les choses ont changé. Les choses ont beaucoup changé. Donc, qui nous laisse notre Afrique à nous? Parce que je ne pense pas que les Africains vont se lever aujourd'hui pour aller faire ce qu'ils veulent en France. Dans chaque pays, il y a des lois, il y a des règles. Tu ne peux pas venir dans un pays, ne pas respecter ces lois et ces règles, et puis t'en sortir comme si de rien n'était. C'est pas possible. Le Burkina, c'est pas comment dire, une province de la France. De la France où ils doivent rentrer, faire ce qu'ils veulent, le repartir, et puis rien ne se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique vraiment de prendre notre souveraineté, et ça doit être sur tous les plans. Ils n'ont qu'à nous respecter, on va continuer de les respecter. Tant qu'il n'y aura pas de respect réciproque, je pense qu'on ne pourra pas collaborer ensemble. Une dernière réaction. Oui, je suis en partie d'accord avec ce que disait M. Palme, mais il faut juste ajouter que la France a réalisé qu'effectivement, elle a perdu ce qu'elle choyait, ce qu'elle avait gracieusement. Elle a véritablement réalisé cela. Ce qui fait que oui, elle rentre dans ces activités obscures-là pour se faire un chemin. Mais encore, on lui a démontré que oui, ça encore, c'est fermé. Et donc, comme disait M. Congo, effectivement, avec la mondialisation et la globalisation, nous ne voulons pas de rupture quasi entière avec la France. Mais nous voulons également que la France nous respecte et qu'elle rentre en négociation avec nous quand elle a besoin de quelque chose chez nous, comme quand nous avons besoin de quelque chose chez elle. Le respect que nous lui donnons là, c'est ce que nous voulons. Ce qui fait que moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec nos dirigeants face à cette décision de les faire partir. Et je profite d'interpeller les gouvernants français. Et même, ils ont eu la chance, ils ont déjà pris, il y a 4 qui croupissent quelque part. Bien sûr. Voilà. Et d'où nos gouvernants se doivent, en tout cas la France se doit d'abord de nous mettre à un niveau de compréhension égal à elle. Et nos dirigeants se doivent de travailler à faire respecter cela. Parce que moi j'estime que oui, aujourd'hui, je ne suis pas un sous-homme, et un Français n'est pas un super-homme. Merci. Merci à vous. L'espace AES, c'est plus de la moitié de l'espace CEDEAO. Le Burkina, le Mali et le Niger, c'est plus de la moitié de l'espace CEDEAO, comme je viens de le dire. Et stratégiquement, ce sera une perte pour la France, qui depuis plus de 60 ans règne en maître sur cet espace. Donc c'est dire, chers messieurs, même si la conquête vers la souveraineté, elle est ardue, elle est voulue par les dirigeants de ces 3 pays, qu'ils sachent également que les activités subversives également, voilà, seront toujours en veille pour tenter cette reconquête de ce territoire. Nous continuons sur cette Afrique, toujours au Burkina Faso. Cette fois-ci, parlons tradition et coutumes. Le 15 mai de chaque année a été décrété par l'État burkinabé comme journée des coutumes et des traditions. Cette annonce a été saluée par beaucoup de Burkinabés. De l'autre côté,
d'autres s'interrogent véritablement, qu'est-ce qui sera fait ce jour-là? Pour quel résultat? Est-ce qu'on a véritablement besoin de décréter une journée pour un retour aux sources, pour parler de tradition, pour parler de coutumes? Beaucoup de Burkinabés se posent cette question-là, M. Sawadogo. Moi, je vais dire c'est une très bonne chose. Nous avons abandonné nos ou notre culture. On a tout jeté. C'est pour cela que nous avons des problèmes aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'il y avait des grandes crises politiques, c'est où on va se référer. Il y a un fédérateur, quand on va chez lui, il calme tout. C'est un traditionnaliste. Monsieur Sawadogo, dans beaucoup de régions ici au Burkina Faso, nous avons véritablement des figures qui sont là de façon continue. Mais c'est pour cela. Nous avons le Moronaba qui est là, nous avons des espaces. Les 4 autres rois. Oui. Mais je veux dire, puisqu'on n'a pas valorisé, on n'a pas créé un cadre pour valoriser ça. Aujourd'hui, il y a des pratiques coutumières. Quand tu fais ça, les intellectuels ou ceux qui disent qu'ils sont très instruits te disent ça c'est la sauvagerie, c'est dépassé là. Ça c'est le 15 là. Ne croyez pas que c'est des charlatans ou des Guinémours qui vont venir faire de la magie. Non, non, non. Ça sera vraiment l'exposition et la prise de conscience de nos valeurs culturelles. Et c'est parce qu'on a perdu ça que l'Occident nous a eu. Je prends un exemple très simple. Allez-y rapidement. Dans un village, dans un quartier ou un village, il peut avoir une crise très grave. Il peut amener même des machettes à sortir. Et puis bon, nos coutumiers, ils arrivent à résoudre ça. Mais aujourd'hui, le professeur là, il attrape mes cols. Je l'amène en justice. Ça fait 6 mois, 6 ans. Après, maintenant, il dit la raison, moi j'interjette. Souvent même au sein des communautés traditionnelles. Rapidement, certains petits problèmes sont réglés. Donc le 15, les gens, bon, moi je comprends, ceux qui ont peur, les détracteurs pensent que c'est du perlin-pimpin, c'est de la magie noire. Non, non, c'est pas ça. C'est une vraie valeur qui se rencontre. Merci. Monsieur Tal fera quoi ce jour-là, le 15 mai? Déjà, il faut saluer ce jour-là, parce que moi, j'ai salué véritablement cette décision-là. Effectivement, comme les autres, je suis resté un tout petit peu renfermé parce que, oui, comparé aux autres religions qui ont des jours fériés par rapport à des cérémonies officielles, donc si aujourd'hui nos traditions sont considérées comme une religion, effectivement, il lui faut ce jour férié-là. Et je pense qu'elle est là. Maintenant, comparativement aux autres religions, je dis quelle contenance nous donnons à, on va dire, ce jour-là. Parce que les autres religions... Qu'est-ce qu'on va faire véritablement, en fait, c'est ça? Les autres religions ont de la contenance éducative, qui est lisible et visible de tous. Alors, nos religions traditionnelles sont encore dans des mythes et mystères. Ce qui fait que moi, je reste un peu sur ma soif, parce que oui, tant qu'on serait dans des mythes et mystères, vous convenez que tout est renfermé. Est-ce que ce mythe-là, ce mythe dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas ce mythe-là qui confère aux coutumes et aux traditions cet aspect de pratique ou de célébration réservée dans un contexte bien précis? Mais là, c'est nationalisé. Quand c'est nationalisé, ça doit permettre que chacun y voie au moins quelque chose qui va l'interpeller ou bien qui va l'intéresser et qui va faire qu'il va effectivement y aller. Monsieur Palme, est-ce qu'on pourra tout exposer comme il le dit? Bon, il sera très difficile de tout exposer parce qu'il faut se dire que dans la tradition, ce n'est pas tout qu'on peut exposer. Et moi, je vais répondre à votre question. Vous dites que pourquoi on va dédier une journée à la tradition. Je vais donc vous renvoyer la question, pourquoi on dédie des journées pour célébrer les fêtes des religions, excusez-moi, en griffe, importées. Pour moi, c'est importé parce que ce n'est pas des religions de nos parents. Nos parents ne pratiquaient pas ces religions. Et à certaines religions, on sait pourquoi les Occidentaux nous ont amené ces religions. Donc moi, je suis très très content pour qu'on dédie une journée. En fait, on est en train de revenir à nos sources. Pour moi, ça serait une journée de réflexion pour que les gens donnent de l'importance à nos coutumes
et à nos traditions. Bon. Et excusez-moi, je vais finir. C'est vrai que ça va venir augmenter les jours fériés. C'est cela. Où on estime déjà que le Burkina a le nombre de jours fériés le plus important dans la sous-région. Mais moi, je dirais que il y a certaines journées, on doit se poser aussi la question, qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Bien sûr. La journée de la femme, qu'est-ce que c'est? Monsieur Palme, nous parlons de la journée du 15 mai. Oui, nous parlons de la journée du 15 mai. Est-ce que ça vient augmenter les jours fériés? Nous parlons de la journée du 15 mai. Qu'est-ce qui va se passer véritablement le 15 mai? Le 15 mai, dans un premier temps, comme ça a été très brusque comme journée dédiée, pour moi, ça va être une journée beaucoup plus consacrée à une réflexion pour dire que tout ce qu'on pratique, c'est aussi important que tout ce qu'on nous apporte. Ça va amener les Africains, les Burkinabés à s'intéresser à la pratique, à la source, ce que nos grands-parents pratiquaient. Les Blancs, nous, on est en train de négliger tout ce qui vient de chez nous. Alors que les Blancs accordent de l'importance à ce qui vient de chez nous. D'où nos masques se retrouvent dans les musées en Europe. Alors que nous, on prend seulement comment on appelle? On prend un bois, on taille, on fait une croix, vous allez voir le Burkinabé, l'Africain va adorer. Cette croix, sans connaître derrière ce qui se trouve et abandonner ce que les grands-parents même ont vécu, ont mis à notre disposition, qu'on n'arrive pas à exploiter aujourd'hui. Si aujourd'hui, il y avait ces coutumes, ces traditions, moi je pense qu'il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de réconciliation autour de ça, parce que c'est une chose qui est propre à nous. Pour moi, excusez-moi, les religions sont venues beaucoup plus pour nous diviser que pour nous réunir. Monsieur Palme, on veut revenir tout à l'heure. Monsieur Congo, est-ce qu'on ne gagnerait pas plutôt à intégrer, on va dire, des modules de formation, des programmes scolaires, à mieux valoriser les coutumes et traditions que de consacrer, dédier une journée à ces coutumes et à ces traditions-là. Parce qu'il faut, comme il l'a dit, M. Palme l'a dit, il faut viser la pérennité. Voilà, il faut que ça soit dans le temps, il faut que ça soit véritablement durable. Oui, qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là et puis pour quel résultat véritablement? Oui, mais M. Pafarnam, même si on concevait des curricula de formation sur le phénomène, ça resterait toujours une formation à l'intérieur de 4 murs. C'est-à-dire que son impact ne sera pas comme il se devrait. Voilà. C'est quelque chose qui se vit. Voilà. Les coutumes, d'abord la culture, comme quelqu'un l'a défini, c'est tout ce que l'homme rencontre dès le premier jour de sa naissance. Et coutume ou culture? La culture. Voilà. Parce que l'on parle de tradition et coutume. Non, oui, mais tout ce sont des mots. Ce sont des mots, oui. Voilà. Les traditions font partie de quoi? C'est l'expression des vues des peuples. Voilà. Et, donc la culture et la tradition. Oui, les usages. Voilà, c'est la même chose. Donc ce qu'on veut, je crois que ce que le Burkina veut faire, c'est faire en sorte que nous restions nous-mêmes, nous hauts. Voilà. Quand on va rentrer encore dans les histoires de formation et qu'on va s'arrêter à là, le blanc nous aurait toujours retenu. Voilà. Tu es né, moi je suis un Congo, il y a les principes qui gouvernent mon ethnie, mon identité, et c'est comme ça doit être vécu. Revenons à cette journée de 15 mai parce que il ne manque pas de critiques quand même. Voilà. J'apprécie d'abord nos dirigeants qui ont pu vraiment décréter cette journée parce que c'est une décision quand même osée, je dirais courageuse, parce qu'elle n'est pas populaire. Elle n'est pas populaire. Voilà. Et ce qu'on attendrait, c'est ce qu'on appelle un esprit de suite. Voilà. Cet esprit de suite, tout le monde l'attend jusqu'à présent. Bon, mais comme ce n'est qu'une première édition, voilà, on a vu comment l'ENAREF a été créé en 94, 95 sous des buissons. Aujourd'hui, c'est devenu une école de régie financière de référence mondiale. Voilà. Mais moi, mon problème principal, c'est cette date axée
15 mai. Alors que je suis un Mouaga, je ne dirais pas comme quelqu'un, un Mouaga du plateau central, je sais que les jours de la semaine n'ont pas les mêmes charges en matière de mythe, ou bien de mystère, ou bien en matière d'esprit. Monsieur Congo, vous rentrez dans une démonstration alors? Non. Ouais. Voilà. C'est pour dire que dans nos cultures, le mardi n'a pas la même valeur que le lundi, qui n'aurait pas la même valeur que le mercredi. C'est pour ça, et même dans vos services, souvent, on choisit des jours pour aller saluer des funérailles, présenter des condoléances. C'est cela. Je n'ai pas fini. Allez-y, voilà. allez-y. Et il y a des jours qu'on ne le fait pas. Maintenant, si on a dit un 15 mai, alors que ça tourne. Alors que peut-être il y a... Peut-être... Monsieur Congo aurait voulu qu'on dise par exemple chaque premier samedi d'un tel mois. Là, on sait que ça tombe précisément sur un jour. Vraiment on va arriver un jour à ce rythme, on va arriver un jour où on ne pourra pas pratiquer certains rites. Parce que ce n'est interdit. pas le jour convenable. Parce que c'est un jour même interdit. Interdit. Voilà. Et l'autre élément, c'est qui porte le projet de cette initiative. Voilà. Bon, par rapport à ce qu'on a vu suite au Conseil, ça doit être le MATD, le ministère de l'administration territoriale, voilà, qui porte le projet. Et si c'est le ministère de l'administration territoriale, ça doit être la direction générale des libertés publiques. Bon, on fait face ici à un monstre à deux têtes. Parce que ceux qui ont les contenus pour cette journée sont du domaine du ministère de la Culture. Voilà. Je ne sais pas comment... Est-ce qu'il y a des passerelles, voilà, qui permettent, mais jusqu'à ce que je vienne sur le plateau, c'est comme si jusqu'à présent, il n'y a rien comme programme, il n'y a rien comme projet par rapport à cette journée où il nous reste que combien de jours? Moins de 3 à 4. Voilà, moins de 3 à 4 semaines. Oui. Bon, il y a encore un hic. Parce que si c'est le ministère des Libertés publiques qui gère le dossier, ça veut dire que l'État ne peut pas donner aussi des orientations. L'État ne peut pas dire aux protestants faites ça, comme il ne peut pas dire aux catholiques faites ça, ni aux musulmans. Ce n'est pas à l'État de donner des orientations. Là, on va continuer de réfléchir sur ce plateau, voilà, pour voir quelle proposition de contenu. Monsieur Tal veut réagir. Ok, allons-y. Je veux réagir. Donc, vous convenez avec moi qu'en cette journée de 15 mai, une communication s'impose, en tout cas on va dire à nos gestionnaires culturels et traditionnels. Une communication qui va mettre à nu, vraiment à nu, la contenance de ce jour-là. De ce projet. Voilà, de ce projet-là. Parce que pour cette première édition-là, c'est à partir de cette première édition-là que nous allons savoir quelle contenance ils ont donné à ce décret, en tout cas en décrétant ce jour-là, 15 mai. Oui, monsieur Paul, merci. Et moi, je pense que cette journée est décrétée pour essayer de démystifier nos traditions. Parce que comme vous le savez, les gens pensent que la tradition et coutume, c'est quelque chose de mystérieux. Oui. Si moi, je peux me lever aujourd'hui, aller à l'église, aller donner dîmes, si je peux me lever aujourd'hui, aller à la mosquée, aller faire des dons, au nom de la coutume, au nom de la religion, je dois être à mesure de prendre mon poulet, aller égorger, sans avoir à craindre d'arrière-pensée. Oui. Donc je pense que c'est là on va... Moi, je voulais même qu'on aille plus loin. En plus de cette journée, moi, je souhaiterais que, à partir de maintenant, quand on décrète tout enfant qui va naître au Burkina Faso, en plus du nom des Français en griffe, qui soit muni d'un nom du tiroir. Comme vous le constatez, on est en train de tout abandonner. Vous n'allez jamais voir un Chinois porter un nom français. Vous n'allez jamais voir un Arabe porter un nom français. Pourquoi nous, on est beaucoup gênés quand on nous donne des noms botaniques, on a honte, on les cache, on abrège ça, on met W, on ne veut pas dire exactement c'est quoi, et on est fier de porter un nom français. On doit en finir avec tout
c'est préjuger plutôt. Dire que ce que Dieu nous a donné, là, c'est ça qui nous appartient. Il faut qu'on tienne ça avec une deux mains. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné. On ne peut pas aller privilégier la célébration des religions des autres et ne pas consacrer une journée à notre propre Monsieur pratique, Sawadogo. à nos propres pratiques. Pour moi, c'est déjà un grand pas. Est-ce qu'il y avait cette journée? Elle n'existait pas. Elle est là aujourd'hui. Je dis ça permet d'abord de conscientiser les Burkinabés sur leur culture. Ensuite, de faire sortir nos cultures de l'homme. Oui. Comme l'a dit M. Tal, c'était mystique, mystérieux. Ça ne doit pas être mystique et mystérieux. C'est nos chairs là même comme ça. Je termine rapidement en disant, c'est ça qui a croulé l'Afrique. Les Européens, ils avaient une culture écrite. Les Asiatiques, en l'occurrence les Chinois, les Japonais, les Indiens, ils avaient leur écriture. La même chose que les pays arabes, ils avaient leur écriture. Quand vous payez quelque chose manufacturé, vous allez voir d'abord en tête soit le chinois, l'anglais, l'hindou, le japonais ou autre. Mais ici en Afrique, on a jeté tout. On était dans ce qu'on appelle la tradition orale. C'est cela. Et même nos religions, quand on croit là, qu'il y a un créateur là, c'est celui des autres compris. Ça c'est un. Nos langues, c'est-à-dire notre culture même occidentalisée, nos langues, tout ça a été importé. Pour une fois que l'État du Burkina a l'idée de valoriser, de rendre visible, de démystifier, on ne dit pas de démystifier comme ça, de permettre à nos traditionalistes de sortir de l'ombre. Et forcément, on va les écouter et comprendre. Il n'y a même pas de cadre. Maintenant, je termine en disant que je ne pense pas que le ministère l'ait fait comme ça. Certainement, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais qu'il s'est associé des chantres, des détenteurs de la tradition à travers tout le Burkina. Des gens qu'on ne connaissait pas. Il y a certains qu'on connaît déjà qui sont là, mais ne croyez pas que c'est un ministre qui sera devant et dit voilà, non. On va les laisser la latitude. C'est-à-dire que le projet sera confié à qui des droits. Voilà. Maintenant, chapeauté, organisé, encadré par le ministère. Voilà. Et on les donne le cadre et puis se mettre de côté. Ok, on fait un dernier tour avec M. Congo déjà. Ce qui est intéressant, c'est que nous tous sur ce plateau accueillons favorablement le cadre qui vient d'être créé. Et il faut savoir que pour la première édition, on risque de vivre les extrêmes de la chose. C'est-à-dire que les pourfendeurs, ceux qui sont contre, ou je ne dirais pas les pourfendeurs, les admirateurs de la chose vont se jeter entièrement dedans. Ah, mais là aussi, il faut faire attention parce qu'il y a des risques en la matière. Voilà, il y a des conséquences qui seront impardonnables. L'autre côté, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de la chose du tout. Voilà. Ils vont être très méfiants, pour ne pas dire qu'ils vont se rétracter dans leur coin. C'est pour ça que je dis que pour la première édition, il faut qu'on s'attende vraiment à cet extrémisme-là. Mais M. Palm a dit quelque chose de très important qui peut déjà être mis dans le palier de réflexion. C'est cela. Voilà. Effectivement, quand on regarde, moi je porte un nom, mon patronyme c'est Congo. Et mon prénom c'est Nelson. Congo a un sens. Voilà, qui veut dire, je dis ça sans qu'on a en principe c'est Congé. Mais comme en linguistique le son on ne peut pas l'écrire autrement, c'est ça qui est devenu Congo. Ça veut dire que si tu rates le pouvoir, tu fous le camp. Ça a un sens. Mais Nelson, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est son of Nel. Oui, c'est cela. C'est-à-dire le fils de Nel. Alors que, à ce que je sache, mon papa ne s'appelle pas Nel. Voilà. Donc, d'où la nécessité de revenir. Non. En fait,
C'est encore cet animal à double tête-là que nous portons. Oui. Et on veut de la victoire. C'est un peu difficile. Il faut qu'il y ait une harmonie. C'est cela. Voilà. Donc, ce qu'on peut proposer un peu pour ces journées-là, et peut-être dire à chacun, nous sommes tous à Ouagadougou, C'est cela. si ce jour, à ce jour, on peut encourager les gens à rentrer chez eux. Ne serait-ce que aller découvrir ton environnement pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Ne serait-ce que aller connaître le sens de ton patronyme. C'est cela. En fait, une sorte de canevas. De canevas, voilà, sortir et puis aller découvrir. Léger. Okay. Voilà, on n'a qu'à rentrer d'abord chez nous. Découvrir. Voilà, ok, merci. Merci bien, M. Congo. Oui, allons-y rapidement. Ce que M. Congo dit ne va pas créer un préalable ou bien un hic. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des religieux parmi nous. Il y a des religieux musulmans parmi nous qui ne se gênent pas de s'appeler Issouf comme moi. Et moi, oui, je ne suis pas très traditionnaliste parce que je suis religieux. Et moi, je me complais dans ce que la religion m'a apporté. Donc, par conséquent, nous allons... Je parle, on va vous répondre. Nous allons fêter avec les traditionnalistes le 15 mai. Nous allons aller les saluer parce que c'est leur journée dédiée. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suppose que le traditionnalisme a été présenté aujourd'hui au Burkina Faso comme une religion propre au Burkina Faso. Merci mais ce n'est pas pour autant que la religion à laquelle je m'identifie est problématique. C'est problématique. Non. Merci bien. En une minute, M. Palme. Tal, c'est un blanc. Voilà. On dit en 60% des musulmans au Burkina, 40% des chrétiens et 100% d'animistes. Tous ces gens que vous voyez là, ils pratiquent. Ils pratiquent les religions. Mais comme on le dit, c'est considéré comme un mythe. Les gens ne veulent pas faire ça de façon voilée. Les gens se cachent pour le faire. Croyez-moi, on connaît des hauts représentants des religions. Si on vous dit les pratiques qu'ils font, vous n'allez pas croire. Donc cette journée-là, c'est pour donner de la visibilité, la visibilité à nos coutumes, à nos cultures. C'est vrai que il y a certains, la religion catholique ou musulmane les a apporté quelque chose. C'est cela. Mais nos pratiques, nos coutumes nous ont apporté beaucoup plus. Seulement que souvent on ne veut pas les reconnaître. Merci infiniment. Le retour aux sources, c'est la meilleure des choses. Comme nos chroniqueurs viennent de le dire, même si certains sont encore attachés à des valeurs religieuses, des religions importées, comme l'a dit également M. Palme, une valorisation de nos pratiques culturelles, de nos valeurs culturelles, comme M. Congo également l'a suggéré. Également apprendre au mieux à nos enfants et aux générations futures également ce qu'il y a de plus valeureux dans nos traditions et nos cultures, comme M. Sawadogo Daouda également l'a préféré. Nous allons dire qu'en fin de compte, nos valeurs et nos cultures sont notre identité. Si nous retournons vers cette identité, c'est sûr que nous trouverons le chemin pour avancer. Avec nos chroniqueurs, nous avons décrypté 3 sujets. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et également nous avons parlé de tradition et de culture encore au Burkina Faso. Le sujet sur le Togo, avec l'évolution de la situation politique au Togo, nous allons pouvoir en parler la semaine prochaine. Sûrement avec nos mêmes invités, nous allons pouvoir donner plus de détails et encore décrypter pour vous donner encore plus d'idées et également plus de solutions pour que l'Afrique de demain soit plus meilleure. Merci à vous, chers chroniqueurs. M. Congo Nelson, merci infiniment. M. Sawadogo Daouda, merci infiniment d'avoir été des nôtres. M. Tal Issouf, merci infiniment également d'avoir été des nôtres. M. Palme, merci et surtout continuez de valoriser le Kokodonda, le Faso d'Anfani. Et c'est sûr que le 15 mai, il sera l'une des figures qui va représenter valablement la tradition et également la coutume burkinabé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation de cette Afrique. À la semaine prochaine.